C'est une start-up parce que Bluenode n'a pas de business model. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'elle est dans une phase de recherche. Première question, on ne sait absolument pas si on répond vraiment à un besoin très fort. Ça, c'est un signe fort de start-up. C'est quand tu es sur ce fil du c'est peut-être une idée explosive ou peut-être une idée complètement stupide, tu es dans cette zone trouble, grise de la start-up technologique. Deuxième marqueur, on est dans un moment d'incertitude très très fort. Pour les raisons que j'ai expliquées sur le business model, sur le besoin, mais aussi nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs. La probabilité que cette boîte meure dans 2 mois est plus forte qu'elle persiste. C'est ce qui fait le jeu de la startup. Cette incertitude du lendemain tout le temps, quoi. Donc on est encore une fois sur ce fil de funambule. Et après, un troisième marqueur très très fort, c'est cet enjeu de la croissance. C'est qu'on observe régulièrement qu'avec Bluenode, on a des moments d'accélération de cette croissance de la base d'utilisateurs. Tu as un chiffre clé que les start-upers ont en tête qui résonne. C'est un objectif qu'on s'avoue entre nous. C'est quand tu commences à avoir un service, un outil, un produit qui est utilisé par une base d'utilisateurs qui croît à hauteur de 10% par semaine, tu sais que tu commences à être sur quelque chose de très très sérieux. On n'y est pas encore. On est plutôt entre 5 et 10%, pour être franc. Mais tout ça sont des marqueurs qui nous font dire qu'on est dans un jeu où le produit sur lequel on est en train de travailler, qui permet de cartographier des communautés en ligne, d'abord et surtout avec Twitter, donc ce qu'on appellera le média social du temps réel, global, universel. Cet outil-là a peut-être les possibilités d'être reproduit à l'échelle internationale partout. Et déjà notre base d'utilisateurs, pour moitié est en France, pour moitié est à l'étranger. Sur ce qui relève des sources d'idées, c'est tout le monde y participe, sans exception, de la personne la plus proche à la plus éloignée. S'il y a quelque chose qui aussi fait un marqueur de la startup, ce qui me permet de faire le lien aussi avec la question précédente, c'est que tes utilisateurs ont peu ou prou la même valeur que tes parents ou ta copine ou ton copain, quoi. Ce sont des gens qui sont une source d'informations absolument incroyable, quoi. Ça te permet aussi de comprendre à quel point tu vas prendre partout, tout le temps et n'importe où. Et c'est pour ça que le meilleur conseil, dans l'absolu, c'est soit des gens qui ont vécu ce que tu as vécu et qui te disent bah oui, si tu souffres, c'est normal. Ça, c'est un très bon conseil. Le deuxième, c'est tous les gens qu'on a pu croiser qui eux-mêmes ont été dans ces aventures et qui nous rappellent alors sur attention à l'effet de réel. Ce qui est très compliqué avec une start-up, c'est qu'on ne joue pas on joue pas au casino, au contraire. On est dans un moment d'exploration hyper intense. Et chaque coup compte. C'est pas les échecs, c'est pas un jeu vidéo. C'est un jeu compliqué où le réel s'apprend de plein de manières différentes. Donc, je dirais, le meilleur conseil, c'est tous les gens qui te permettent de connecter les points. Le facteur expérience joue, mais sur un registre très générique. Tu peux avoir des gens qui ont des expériences techniques, des expériences d'usage, des expériences business, marketing et tout ce que tu veux. Ça sera toujours précieux, mais encore une fois, ça sera précieux parce qu'ils te permettent d'apprendre sur toi-même et sur ton produit. C'était tes associés. Si on devait mettre une échelle de valeur, c'est tout seul tu fais rien. À deux, tu peux déjà aller extrêmement loin. Et après, il y a des tailles d'équipe qui peuvent être jusqu'à 6. Ça, c'est là-dessus, la science de la start-up est loin d'être aboutie. Sans mes associés, donc ce qu'on appelle les cofondateurs ou les co-founders, si on veut faire à l'américaine, rien ne serait possible. Deuxième chose, en termes de compétences, il y a un arsenal quand même d'outils que tu dois maîtriser. Au lieu de faire la liste à l'après-vert, je vais me concentrer sur les outils ou ce qui, moi, me semble être particulièrement important. La réactivité, quand tu es sur une phase d'exploration, est quand même un critère absolument essentiel. Ta capacité à apprendre le milieu dans lequel tu es en train d'évoluer est aussi essentiel. Donc, effectivement, ton écosystème va jouer énormément, ce qu'on appellera ton réseau, mais pas un réseau pour te connecter à des gens soi-disant importants. C'est tous les gens qui vont te permettre de comprendre mieux ce que tu es en train de faire. Il faut faire des choses. Ce qui est très difficile pour peu importe que ce soit un entrepreneur ou un start-upper, c'est ce passage de l'idée à la pratique. Quoi que tu penses, si tu peux faire quelque chose en correspondance, tu vas apprendre énormément. Quoi que tu penses. Donc, que ça soit disrupter Google, que ça soit trouver ta future copine, que ça soit trouver le bon lieu pour aller boire, peu importe,
Si tu arrives à faire ce passage de la pensée à l'action, de l'action à la pensée, eh ben, tu seras de fait plus armé pour le monde de demain, qui est un monde complexe, hyper connecté, et où, on en revient au début d'interview, où le futur ne s'écrit pas. Tu peux l'imaginer, tu peux le transcender, tu peux l'écrire dans un carnet. A posteriori, tu peux le savoir. Mais effectivement, apprendre à passer de l'idée à l'action, c'est se donner la meilleure garantie de rebondir quoi qu'il se passe, quoi. Et quand je dis quoi qu'il se passe, c'est tout et n'importe quoi. Genre une crise économique, une troisième guerre mondiale, tout peut arriver.